Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des algèbres de Clifford. Donc c'est en fait un système de nombres qu'on peut inventer à partir des notions de géométrie. C'est-à-dire qu'on va avoir des vecteurs à la base, mais on va pouvoir non seulement les additionner, mais aussi les multiplier. Et donc ça va nous former un système de nombres. Donc ça s'appelle les algèbres de Clifford. Alors, vous avez peut-être rencontré déjà ces algèbres, si vous avez étudié l'équation de Dirac, les fameuses matrices gamma, bon, bah, c'est des éléments d'une algèbre de Clifford, ou les matrices de Pauli aussi. Et aussi, c'est devenu à la mode, c'est revenu sur le devant de la scène grâce à une approche très géométrique où cette fois-ci les éléments de l'algèbre représentent carrément des plans, des droites, donc on manipule des objets géométriques directement, on peut faire des intersections facilement, et c'est sous le nom de Geometric Algebra. Donc bon, c'est des vidéos en anglais souvent. Geometric Algebra, mais en fait c'est des algèbres de Clifford. En général, il rajoute une dimension supplémentaire pour pouvoir faire des translations. Et du coup, on se retrouve avec une correspondance entre les nombres de cette algèbre et des objets géométriques comme des plans, des droites, des cercles. Donc il y a tout un tas de recherches à ce niveau-là. Donc là, on va juste voir déjà concrètement qu'est-ce que c'est que les algèbres de Clifford. Alors, pour avoir une algèbre de Clifford, il va falloir deux ingrédients. Donc, il va falloir déjà un espace vectoriel. Voilà, espace vectoriel. Donc ça nous donne directement l'addition, puisque dans un espace vectoriel, en fait, on a des vecteurs qu'on peut additionner et on peut mettre un multiple devant. Et il faut aussi un produit scalaire. Donc le produit scalaire, c'est ce qui permet de comparer des vecteurs pour savoir est-ce qu'ils se ressemblent ou pas. Donc si on a un espace vectoriel et un produit scalaire, on va pouvoir construire une algèbre de Clifford, c'est-à-dire il faut définir, et donc l'addition, on va reprendre la même que celle des vecteurs, donc il va falloir définir la multiplication. Donc, bon, les vecteurs, donc espace vectoriel, c'est tous les objets mathématiques qu'on peut additionner entre eux ou assembler. Et il faut pouvoir aussi mettre un facteur devant un multiple. Donc ça peut être n'importe quoi. Bon, à l'école, on apprend surtout les déplacements géométriques. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, dans le plan de dimension, on va dire qu'on peut se déplacer selon l'axe des x, ou on peut se déplacer selon l'axe des y. Donc on va dire qu'il y a un vecteur, un déplacement de base qu'on va appeler généralement UX, avec une flèche, et un déplacement vers le haut, UY. Voilà. Et donc ce qu'on apprend en général à l'école, c'est un vecteur, c'est une flèche. En fait, ça va être voilà. Donc ce vecteur V là, c'est donc bah, on a le vecteur V, on va dire que c'est un assemblage de donc on s'est déplacé deux fois vers la droite. Voilà. En gros, là, j'ai mal dessiné. Donc, ça serait deux déplacements vers la droite, plus un déplacement vers le haut, quoi. Plus un UY. Voilà. Donc là, on a utilisé. En fait, ce qu'on assemble, c'est des déplacements. Donc, c'est pour ça on représente ça comme des flèches. Mais après, dans les études, on verra que tout ce qui peut s'additionner, par exemple des fonctions, on peut additionner des fonctions, on peut agrandir. Par exemple, je peux prendre f de x, une fonction, je peux additionner une autre fonction, ça va me donner encore une fonction.
et je peux multiplier par 3 celle-ci. Donc en fait, on pourrait voir l'ensemble des fonctions comme des vecteurs, puisqu'on peut additionner et on peut agrandir une fonction en la multipliant par un nombre, quoi. Donc un vecteur, faut penser, c'est pas uniquement les flèches, c'est tout ce qu'on peut additionner. Par exemple, prenez, attends, je vais prendre un exemple encore plus bête. Prenez, vous faites vos courses et vous achetez des pommes, vous achetez des citrons et je sais pas quoi, des fraises. Voilà, donc en fait, on pourrait dire que vous avez acheté par exemple 4 pommes plus 3 citrons plus 10 fraises. Hein, donc ça, c'est votre panier. Bah, en fait, c'est un espace vectoriel quelque part, puisque on a des fruits différents et on peut indiquer combien on en prend à chaque fois. Donc en fait, un panier, c'est un vecteur. Hein. Bon, là comme il n'y a pas de notion géométrique, il n'y a pas de notion de déplacement, la flèche, on s'en fiche. Hein. Et donc par exemple, un panier égale un vecteur, quoi. Voilà. Et donc, il faut aussi un produit scalaire. Alors, le produit scalaire, ça va nous permettre de spécifier ce qui est pareil ou différent. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je voudrais dire que la fraise est différente de la pomme et le citron, en fait. Donc, on va prendre, si je fais fraise, produit scalaire, citron, fraise, produit, alors on va noter comme ça, produit scalaire, citron. Donc ça, c'est la notation de Dirac des physiciens. Euh, donc, en fait, ils sont différents. Donc pour les distinguer, on va dire qu'il y a zéro, il n'y a aucune ressemblance. Par contre, si je prends fraise avec fraise, par exemple, fraise, produit scalaire avec fraise, voilà, on a donc fraise, produit scalaire avec fraise. Ah bah là, c'est exactement les mêmes, donc on va mettre 1. Donc voilà, un peu un produit scalaire. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de raisonner avec des flèches. Ça peut être... c'est-à-dire que si vous avez appris la théorie des ensembles, on peut dire par exemple l'ensemble des fruits. Et après, on peut poser des questions. Est-ce que par exemple une fraise, ça fait partie de l'ensemble des fruits? Ben là, la réponse, ça va être oui ou non. Mais en fait, on n'a pas... par exemple, si je prends une voiture, est-ce que ça fait partie de l'ensemble des fruits? On va dire non. Un citron, est-ce que ça fait partie de l'ensemble des fruits? On va dire ben oui. Mais on peut pas dire combien il y en a en fait. Donc les ensembles, c'est sympa, mais ça nous dit juste, ça encode juste la présence des objets. Mais si on veut, par exemple, noter un panier de courses, ben là, on est obligé de passer aux espaces vectoriels. Et du coup, chaque entité séparée on va pouvoir les compter grâce aux facteurs qu'on met devant, quoi. Donc là, par exemple, un panier, donc je peux avoir un panier avec juste un citron. Donc un citron, c'est un vecteur. Un panier avec 3 citrons, 4 pommes et 10 fraises, bah, c'est un vecteur aussi, quelque part. Et après, on pourrait aussi définir... c'est-à-dire que ben, là, on met les quantités. Après, on peut définir les formes linéaires. Enfin, bon, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Qui correspondent non pas à la quantité, mais au prix d'une pomme, prix d'un citron. Enfin bref. Donc ça, c'est les espaces vectoriels. Et on a vu que le produit scalaire nous permettait de rendre les différentes... donc c'est des dimensions différentes sur lesquelles on va pouvoir compter de façon bien séparée. Et donc chaque vecteur de base, là ce qu'on appelle les fraises, les citrons, les pommes, ils vont être orthogonaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune ressemblance entre orthogonaux. Voilà, donc là ça fait 0. Donc si je regarde mon panier et que j'essaye de faire le produit scalaire, je veux savoir est-ce qu'il ressemble avec les pommes, par exemple. Donc là, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, je vais trouver
que des pommes, il va y en avoir 4, 4 produits scalaires de pommes avec les pommes. Donc ça va faire 4 pommes avec pommes. Donc ça, c'est le seul qui va résister. Et quand je vais faire les citrons avec les pommes, je vais trouver 0. Et quand je vais faire le produit scalaire des fraises, des 10 fraises là, avec mes pommes, il va me trouver 0. Donc il va y rester 4 fois le produit scalaire des pommes avec les pommes, ça fait 1, donc il reste 4. Donc en gros, en prenant mon panier et en faisant le produit scalaire avec les pommes, il m'a compté le nombre de pommes que j'avais dans mon panier. Voilà. Donc dès qu'on a un espace vectoriel, on va pouvoir maintenant faire une algèbre de Clifford. Alors, l'algèbre de Clifford, on va avoir des vecteurs qui, donc par exemple UX en deux dimensions, on va avoir UX et UY. Donc ça, c'est nos vecteurs qui viennent de l'espace vectoriel. Et on va définir deux nombres, leurs symboles, qu'on va appeler par exemple EX et EY. Donc là, maintenant, on va être dans l'algèbre. Mais on va faire une copie conforme des vecteurs. Donc par exemple, si j'ai un vecteur 2UX, voilà, plus 1UY, hein, si j'ai mon vecteur V là, et ben on va associer un nombre, donc un nombre qu'on va pouvoir additionner et multiplier, qui va être carrément 2EX plus 1EY. Voilà. Donc là, on associe vraiment, on retrouve un miroir complet de tous nos vecteurs. Donc là, les vecteurs, vous avez peut-être appris à les noter en colonne. Voilà. Donc vous avez votre vecteur qui a une signification géométrique. Hein, on a fait deux déplacements et un déplacement vers le haut. Donc ça c'est V, ça c'est X et Y. Et maintenant, on a des nombres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces EX? C'est un peu comme vous avez on a appris dans les vidéos d'avant, on avait inventé des petits symboles, par exemple I dont le carré valait -1, ou on avait pris J dont le carré est égal à +1. Voilà, c'était des lettres, mais en fait c'était des nombres, hein, ou epsilon au carré égale à 0. Donc là, c'est le même principe, sauf que ben, on les appelle EX ou EY. Donc c'est des petits symboles et il va falloir expliquer qu'est-ce que c'est que le carré et comment on prend comment on les multiplie entre eux. Alors, il va falloir alors comment définir cette algèbre, comment définir cette multiplication. Bah, le but, ça va être que quand on fait le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, il faut qu'on trouve la même réponse en fait. Hein, donc par exemple, si je prends mon produit scalaire de 2, 1, voilà, avec 2, 1, donc ben, ça fait 2 fois 2, blablabla, ça fait 4, 4 plus 1, 5, voilà. Donc là, j'ai pris mon produit scalaire. Et ben, il faut que quand je vais multiplier mon nombre équivalent à ce vecteur, il faut que je retrouve pareil. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe. On va mettre en vert. Voilà, donc par exemple, si je fais donc mon nombre associé à V, on a dit que c'était 2EX plus EY, donc au carré. Bon, ben, on met les deux parenthèses côte à côte, plus EY, voilà, 2EX plus EY. Donc là, je veux trouver le carré de mon vecteur en le voyant comme un nombre. Donc 2EX fois 2EX, ça fait donc 4
EX multiplié par EX. Donc j'ai pas encore dit ce que ça faisait, mais on a dit qu'il fallait trouver la même chose que le produit scalaire. Donc par exemple, si mon produit scalaire UX, comme c'est des vecteurs orthonormés, c'est-à-dire unitaires, par exemple, le produit scalaire avec lui-même, on doit trouver 1. Donc si j'ai dit que la multiplication de l'équivalent en nombre, on doit trouver EX au carré, on doit trouver 1 aussi. Voilà. Ça, c'est la condition que j'impose pour inventer la multiplication. Donc ça, EX fois EX, on saura que ça fera 1. Après, on continue. Donc on a fait 2EX fois 2EX. On va faire 2EX fois EY. Donc plus 2EX fois EY. Donc j'ai pas encore défini, mais c'est pas grave, on continue. Après, il y a un EY fois 2EX. Alors, on va faire très attention à l'ordre, puisque c'est pas des nombres comme on a l'habitude. L'ordre est très très important, ça change les résultats. Donc là, c'est EY qui multiplie EX, donc c'est EY qui est devant. EY fois EX. Voilà. Plus EY fois EY. Donc ça fait EY fois EY. Donc là, c'est des nombres. Hein. Je manipule des nombres. Je suis en train de chercher quelque part. Nous, on sait qu'on est en train de chercher le carré de l'équivalent de notre vecteur. Alors, EX fois EX, donc c'est EX carré, ça vaut 1, donc il reste 4. Plus, là, donc ça fait 1. Plus EY fois EY, donc pareil, EY, son produit scalaire avec lui-même, ça va être 1 aussi. Donc là, ça fait 1, donc 4 plus 1. Plus, donc on a 2 fois, et là on va regrouper, donc on a EX, EY, mais j'ai dit attention, l'ordre est très important, donc on va recopier sans changer l'ordre surtout. Voilà. Et donc 4 plus 1, ça fait 5. Donc là, 5. 5, c'est ce qu'on est censé trouver si on définit bien notre multiplication. Pas de chance, on a ce bidule-là qui traîne là. C'est-à-dire qu'on a bien notre 5, mais on a un 2 fois, plus 2 fois, blablabla. Là. Donc ça nous embête. Et donc c'est justement ça qu'on va prendre comme règle pour définir notre multiplication. En gros, on va dire, on voudrait que ça disparaisse, donc il faut que ça fasse 0. Donc en gros, il faut que EX, EY, plus EY, EX, ça, on aimerait bien que ça fasse 0. Donc on va prendre ça comme règle pour inventer notre multiplication de vecteurs. Quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, si je passe le EY, EX de l'autre côté, ça fait moins EY, EX. Ça veut dire que ma règle, ça va être, j'ai le droit d'échanger l'ordre. C'est pour ça que l'ordre était important. Parce que quand on change l'ordre, vous voyez que je vais mettre le Y devant le X, j'ai un signe moins qui apparaît. Voilà. Là. Donc ça, on dit que ça anticommute. Anticommute, ça veut dire que quand ça commute, c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre comme on veut. Là, on peut changer l'ordre, mais à condition de mettre un signe moins devant. Donc ça, anticommute. Anticommute. Et donc, pourquoi on impose cette règle-là, quelque part? Parce que du coup, quand on va prendre n'importe quel vecteur qu'on va regarder son nombre associé dans l'algèbre de Clifford, il suffit de le mettre au carré pour retrouver son produit scalaire, en fait. Donc voilà d'où vient la règle. Donc en gros, il nous faut définir par exemple EX. Il nous faut définir les carrés des vecteurs de base. Donc là, ça va être 1. On va avoir EY au carré égale 1. Si on a un Z, c'est pas grave, on rajoute EZ carré égale 1.
Donc ça, c'est une première règle. Et après, anti-commute. Et on va voir que avec juste ces règles-là, on peut quasiment tout calculer, quoi. Bah, on peut tout calculer en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends, si j'ai EX, EZ, bah, si je veux mettre le Z devant, il va me falloir mettre un signe moins. Hop, moins EZ, EX. Voilà. Et ça, cette règle-là, elle est super parce que plus on va multiplier nos objets, on a introduit des nouveaux objets. Par exemple, si je multiplie EX fois EY, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est un nouvel objet. On a l'objet EX, on a l'objet EY, et bah, on peut l'appeler EXY. C'est quelque chose de nouveau. Mais on se dit, oui, mais à ce moment-là, plus je multiplie les objets de base, EX, EY, je remultiplie par EX, ça va me donner des objets nouveaux à chaque fois? Ben non, parce que là, du coup, on va pouvoir appliquer notre petite règle d'anti-commutation et ça va tout bloquer. C'est-à-dire que le EX, je vais pouvoir le mettre devant. Donc ça va faire moins EX, EX, EY. Là, j'ai changé l'ordre entre le Y et le X, donc j'ai récupéré un signe moins. Mais du coup, je me retrouve avec un EX fois EX. Mais ça, on n'a pas le choix. EX, c'est EX au carré, ça vaut 1. Donc le résultat, c'est moins EY. Donc en fait, à partir du moment où on a mis EX, EY, si on remultiplie par EX ou qu'on remultiplie par EY, ça va pas créer des nouveaux objets. On va retomber sur des objets qu'on a déjà. Donc en fait, ça s'arrête. Il n'y a pas une production de symboles à l'infini. C'est-à-dire qu'on va avoir les nombres normaux, on va avoir les EX, les EY, les EXY. Et puis, bah, s'il n'y a que deux dimensions, ça va s'arrêter là. Donc là, il y aura... c'est-à-dire que l'algèbre, elle, ça sera... il peut y avoir un nombre ici, un nombre ici, un nombre ici, donc il y aura 4, dimension 4. Dimension 4. Donc ça, dimension 4, c'est la dimension de l'algèbre qu'on vient d'inventer à partir de l'espace vectoriel qui lui était de dimension 2. Il y avait l'axe des x, l'axe des y. Donc ça, c'est l'algèbre. L'algèbre, il y a plus d'objets. Il y a les nombres tout seuls, ce qu'on va appeler les scalaires. Il y a ce qui correspondait à nos vecteurs. Et il y a des trucs en plus qui sont des produits, mais voilà, on leur a donné un nom. Et après, il n'y a plus rien. Donc pour là, j'avais mis par exemple Z. Donc combien il y aura d'objets pour Z? Donc on a EX, EY, EZ. Donc là, il y aura déjà 3. Et on a les nombres tout seuls. Donc les scalaires, donc là, il y en a un. Après, on va pouvoir multiplier les EX et les EY entre eux. Donc on va avoir EX, Y. On va avoir X avec Z, X, Z. On va avoir Y avec Z. Alors si on change les lettres, il y a un signe moins qui apparaît, donc on va pas donner de nouveau nom. Donc en fait, on va pas avoir EYX, puisqu'en fait c'est pareil que moins EXY. Donc on mettra un signe moins. Donc en fait, là il y en a que 3. Et on pourrait quand même multiplier les 3 ensemble. Donc on va avoir EX, Y, Z. Ça c'est si on a fait EX fois EY fois EZ. Alors là on a créé un nouvel objet malheureusement. Mais ça s'arrête parce que si on remultiplie par exemple si je fais... Voilà, si je remultiplie par EY, et ben ça ferait l'objet EX, EY, EZ, EY. Donc là, on se dit, oui, mais on va pouvoir changer de sens. Ces deux-là, par exemple. Ça va faire moins EX, EY, EY, EZ. Alors, ben, EY au carré,
ça fait 1, ça disparaît. Et il reste donc moins EX Z. Et EX Z, on le connaissait déjà, c'est celui-là. Mais on a un signe moins, mais c'est le même. Voilà, donc en fait, une fois qu'on a créé tous ces objets-là, et ben, même en les multipliant entre eux de toutes les façons qu'on veut, on ne créera pas de nouvel objet, quoi. Donc si je fais... alors, donc là, du coup, ça fait une dimension combien? Celle-là, ça va faire dimension... Donc, 3 plus 3, 6, 7, 8, dimension 8. Alors que l'espace vectoriel, lui, il était de dimension 3. Il n'y avait que 3 vecteurs. Là, si vous voulez, là, l'espace vectoriel, c'était UX, UY, UZ. Donc, c'est un espace à 3 dimensions de géométrie. Et on a du coup des objets nouveaux. X, Y. Alors, ça va représenter quelque part, les vecteurs, c'est ça. Là, ça va représenter des plans orientés. Et là, le dernier, on l'appelle le pseudo-scalaire, puisqu'il va y avoir un seul nombre aussi, quoi. Voilà, alors, donc ça, c'est les objets qu'on va créer dans l'algèbre. Et n'oublions pas qu'il faut définir les vecteurs de base. Il faut dire si le carré, combien vaut le carré. X carré, EX carré. Voilà, ça on en a besoin. Pareil, EY carré égale plus 1. Et EZ carré égale plus 1. Parce que on va pouvoir, donc ça c'est voilà pour une géométrie spatiale, mais on sait qu'il y a la géométrie de l'espace et du temps. Et donc on va pouvoir mettre, on va pouvoir encoder, ça va marcher aussi avec la géométrie de la relativité restreinte. C'est-à-dire on va prendre par exemple E, on va avoir un E pour le temps, un EX par exemple, un EY. Donc là, on aurait un espace ou Z, on peut mettre aussi. Donc en fait, on va prendre la... Et c'est là qu'on va pouvoir... C'est là que ça va être important d'encoder le carré, puisqu'en fait, on va mettre la métrique. C'est-à-dire qu'on va dire que le temps, ça va être plus 1. Et tout ce qui est espace, on va mettre les moins 1, quoi. Moins 1. EY carré égale moins 1. Et EZ carré égale moins 1. Et avec ça, avec la petite règle toujours ET c'est pareil que moins EXT. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change l'ordre de nos nombres, on récupère un signe moins. Et ben on va pouvoir tout calculer. Par exemple, on peut calculer, donc dans cette algèbre-là, on va avoir des nombres du style ETX. Alors je veux savoir, par exemple, quel est le carré de ETX? Et ben, on écrit tout, ETX, ETX. Bon, ETX, en fait, c'est le produit de ET avec EX, ET avec EX. Donc, on va changer l'ordre de ces deux-là. Ça va donner donc ET, ET, EX, EX. Et comme j'ai changé l'ordre, il me faut un signe moins, là, que j'ai oublié. Après, et là, on a nos ET carrés et nos EX carrés. Donc, moins. Donc, ET carré, bah, c'est là que c'est important de savoir qu'est-ce que ça fait. On peut pas le deviner. Donc, ça fait moins 1. Et EX carré, ça fait moins 1. Voilà. Donc, du coup, on retrouve 1. Et donc, on sait que ETX au carré égale plus 1. On peut faire le EX Y au carré. Alors là, qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va donner EX, EY deux fois. EX, EY. On met notre signe moins, on change l'ordre. On va changer ces deux-là. Ça fait EY, EY. EX carré, donc regarde, déjà le signe moins. EX carré, ça va faire moins 1. EY carré, ça fait moins 1.
Donc il va rester moins 1. Donc EXY au carré, lui, il fait moins 1. Donc en fait, on peut quasiment tout calculer, comme si c'était un système de nombres, hein. C'est pour ça que c'est une algèbre. Donc ça, c'est l'algèbre de Clifford, de l'espace-temps algèbre de Clifford. Pour espace-temps. Espace-temps. Alors, comment on note ça? On a vu qu'en fait, ce qui était important, finalement, c'est le choix, quels sont les carrés. Est-ce qu'ils valent plus 1 ou moins 1 ou 0? Donc ça s'appelle la signature de la métrique. Donc, en fait, ce qui va vraiment être important pour avoir des algèbres de Clifford différentes, signature de la métrique. Voilà. Donc bah, c'est le nombre de dimensions. Et si les petits vecteurs de base, leur carré vaut 1 ou moins 1. Quoi. Donc on note Clifford. En premier, on va noter le nombre de plus 1 qu'on veut. Donc là, par exemple, pour l'espace-temps, il y avait plus 1 pour le temps. Et il y avait moins 1, moins 1, moins 1 pour l'espace, X, Y, Z. Donc on va noter que c'est l'algèbre qu'on invente à partir de ça. Il y a un élément positif et trois éléments négatifs. Donc ça, c'est espace-temps. Donc en dimension 1 plus 3, quoi. 1 plus 3. Espace-temps. 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Mais on peut inventer plein d'autres. Donc celle avec que x, y, z dont on avait pris les carrés valait 1, ben on la noterait. Donc là, cette fois-ci, on a 3 éléments positifs. Donc ben là, on n'écrit pas le reste. Quoi. Et en fait, les premières algèbres, donc on a CL 1,0, c'est un élément positif, ça va correspondre à notre J. Puisque vous vous souvenez, J carré, ça faisait plus 1. Et là, on fait une algèbre en prenant juste un élément au carré dont le plus 1, dont le carré vaut plus 1. Donc ça, c'était les splits complexes. Les splits complexes qu'on avait vus. Donc les nombres associés à l'espace-temps. Splits complexes. Il y a aussi, du coup, on prend 0 positif et on prend un élément dont le carré vaut moins 1. Bon, bah ça, c'est facile, c'est le fameux i. I carré, son carré valait moins 1. Donc, c'est les nombres complexes. Hein, donc, ici, en notation algèbre, on dit que on prend 0 élément dont le carré vaut 1 et un élément dont le carré vaut moins 1. Donc, en fait, le premier, son carré vaut moins 1. Donc, ça, c'est les complexes. Et on peut noter, donc c'est moins courant, mais on peut noter CL. Donc on prend 0 positif, 0 négatif et 1 qui vaut 0. Donc ça c'était les nombres epsilon. Epsilon carré, on dit que ça fait 0. Donc ça marche aussi avec un carré qui vaut 0. On peut faire une algèbre de Clifford avec. Voilà, donc bon, donc on a vu ça, c'est les complexes. Ah oui, on peut aussi dire, si on prend une algèbre de Clifford formée de 0 éléments positifs et 2 éléments négatifs, donc on aurait par exemple EX dont le carré vaudrait moins 1 et EY dont le carré vaudrait moins 1. Et du coup, on n'a pas le choix, on aurait un truc qui s'appelle EXY et on peut se demander quel est son carré. Donc EXY au carré. Donc c'est EX, EY, EX, EY.
moins, donc on échange de sens, ça fait EX au carré et EY au carré. Moins 1, ça fait, il reste plus que 1 signe moins. Parce que c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et il reste le signe moins de départ. Donc on a aussi un élément qui s'appelle EXY au carré et qui vaut moins 1. Et en fait, on peut montrer que ça correspond à ce qu'on appelle les quaternions. Alors j'en ai pas parlé, mais les quaternions, 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 c'est une extension des nombres complexes euh, avec I, J et K. Et justement, on a I carré égale moins 1, J carré égale moins 1, et K au carré égale moins 1. Donc bah, ça correspond en fait à notre algèbre de Clifford, 0 du type 0, 0 positif et 2 négatif. C'est-à-dire qu'on identifie I avec X, J avec EY et K avec EXY. Et on peut vérifier les conditions pour les quaternions. Ça correspond exactement. On dit que c'est isomorphe au quaternion. Donc CL 0, 2 est isomorphe. Donc, on voit déjà qu'avec une simple construction d'algèbre comme ça à partir d'un espace vectoriel, on retrouve déjà pas mal de systèmes de nombres qu'on avait péniblement inventés. En fait, on les retrouve tous sans aucun effort, quoi. Donc c'est vraiment assez puissant. Voilà. Donc deux simples règles, savoir combien vaut les carrés des vecteurs de base. À partir de là, on peut calculer tout le reste. Et puis se rappeler juste que quand on échange, donc l'ordre est très important. Quand on fait le calcul, il ne faut pas s'amuser à changer l'ordre. Quand on veut changer l'ordre entre deux vecteurs de base, et ben on met un signe moins devant. Voilà. Donc dans les quaternions, il y avait par exemple quand on multiplie euh, I par J, on trouvait IJ, on trouvait fait la règle des trois droits, on trouvait K. Hein. Donc ça c'est une des règles des quaternions. Voilà, si on fait l'équivalent, ça serait donc EX et J, c'est celui qui correspond à EY. Et ben on trouve EXY, ah ben c'est celui qui correspond à K. Hein. Donc vous pouvez vérifier, si vous connaissez les règles des quaternions, ben, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors les algèbres de Clifford, donc ça sert en physique, on a vu, pour l'équation de Dirac, c'est les fameuses matrices gamma 1, gamma 2, qui permet d'écrire l'équation de Dirac. En fait, les gamma, c'est des éléments de l'algèbre de Clifford. Ça sert parce que quand on va étudier ces systèmes de nombres, on va retrouver le groupe des spinors. Il va apparaître directement. Et donc, ben, on va pouvoir encoder les rotations grâce à ces systèmes de nombres et faire des calculs pour faire des rotations ou pour encoder des spins. Donc c'est un peu plus sophistiqué que les rotations, mais il va contenir tout ce qui va être utile en géométrie en fait. Donc bah, c'est pour ça que je voulais présenter les algèbres de Clifford. Et après, le but, ça sera d'étudier en fonction des dimensions, du nombre de choix, combien de positifs je mets, combien de négatifs je mets. Il y aura des structures qui vont apparaître. Tout comme on avait déjà vu que dans la structure des nombres de l'espace-temps, les splits complexes, on avait vu qu'en fait c'était un assemblage de deux systèmes de nombres séparés qui fonctionnaient en parallèle. Donc à chaque fois on va découvrir des petites structures un peu surprenantes. Mais là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Allez, à la prochaine fois.